Bonjour à tous, bienvenue à Matin Bonheur, votre rendez-vous de la bonne humeur, de l'information et aussi des découvertes. Vous le savez, c'est tous les jours du lundi au vendredi dès 5h55. Et Marco, il est toujours rayonnant quand 5h sonne. Bien avant 5h, hein, parce qu'il est sur pied déjà à partir de 3h du matin. Bonjour. Merci beaucoup. Comment ça va d'ici? Ça va très bien. Alors, nous sommes, mesdames et messieurs, le jeudi 15 mars 2018. Bienvenue dans cet avant-dernier rendez-vous des matinales sur RT1. Toute l'équipe est là pour vous conduire de façon sereine jusqu'à 7h30. Vous le savez, la Côte d'Ivoire et principalement Abidjan représente le point focal de la culture africaine. Massa 2018, ça a débuté, ça s'achève dans 2-3 jours. On espère que vous allez faire un tour parce qu'il y a à boire et à manger culturellement parlant. La preuve. Souplesse, c'est ça. Mais là, ici, c'est parce que je suis en près du corps. Hein, sinon, moi, je suis plus souple que ça. Hein. Ça se voit. Oui, je suis très souple. Pourriez-vous toucher votre nuque? Moi, avec... ok. Ah ouais, c'est vrai. Il est fort. Allez. Vous avez fait un tour au Massa? Bah oui. C'est bien, hein? Oui, c'est bien. Il n'y a pas trop d'engouement, il faut le dire, mais il faut y aller. Hein. Bon, c'est en mode diesel. Petit à petit, on aura l'affluence parce que c'est un moment important. C'est une chance pour notre pays ici. Et c'est sûr que demain, c'est vrai que ce sont les jours ouvrés, les gens vont au boulot et tout ça. Demain, ça sera beaucoup plus relax, je pense. En tout cas, ce week-end, on attend une forte affluence et on est de tout cœur avec le professeur Yacouba Konaté, qui est bien sûr le directeur général du marché des arts et du spectacle d'Abidjan. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 15 mars 2018. Il y a des choses qui se passent ou se sont passées dans le monde, n'est-ce pas, Nessie? Effectivement, avant de parler des choses qui se sont passées dans le monde, Marco, aujourd'hui, nous fêtons les Saintes Louise Marillac. Alors, les prénoms dérivés sont Aloïsa, Héloïsa, Héloïse, Louisette ou Louise. Les Louises passent souvent leur austère. Hein, elles passent souvent pour austères et quelque peu moralisatrices. C'est simplement qu'elles préfèrent, pour ne pas trahir la haute idée qu'elles se sont faites d'elles, sacrifier leur plaisir pour se tourner vers les autres. Ainsi, elles se dévouent aux faibles et aux déshérités et s'efforcent de tendre par des élans désordonnés à un idéal de justice et de réforme du monde et de la société. Louise. Bah oui. Vous connaissez une Sainte Louise de Marillac? Sainte Louise de Marillac, oui. Vous voyez?
Elle a chanté Iwasado. Naya Kabel. Effectivement, c'est son prénom. C'est son prénom, oui. Son prénom. Les Louises sont candides, elles sont belles. On a toujours une Louise, on a toujours une tante Louise, parce que c'est un prénom relativement ancien quand même, mais qui revient à la mode avec des compositions. Il y a Marie-Louise, il y a Anne-Louise. Voilà, on salue toutes les Louises, toutes les Marie-Louise, toutes les Anne-Louise, toutes les Héloïse. Héloïse, c'est beaucoup plus joli, ça fait Louise, beaucoup plus moderne. Louise aussi, c'est joli ici. Oui, c'est joli. Oui, c'est joli. Non, en fait, c'est un classique. Il y a Aloïsa. Classique. Aloïsa, c'est peu recherché, c'est bon. Ça peut être une alternative pour ceux qui souhaitent avoir un enfant qui cherche des noms. J'en connais une actuellement qui cherche des noms pour son enfant. Il y a Abbas aussi. Hein. Vous connaissez le féminin de Abbas? Abbas? Oui. Oui, c'est le féminin d'Abbas, c'est quoi? Je sais pas. Bassine. Ok. Abbas sera là tout à l'heure pour le JT décalé. Je sais qu'il ne va même pas me louper. Donc le féminin d'Abbas, c'est Bassine. Bassine. Voilà. Abbas, c'est Nessie qui le dit. C'est mignon aussi. C'est Nessie qui le dit. Bassine. Alors, dans quelques instants, on va vous donner encore d'autres informations comme ça, afférentes, bien sûr, à cette journée du 15 mars. Mais chaque fois, à 7 h, quand il est 6 h, il va y avoir du sport. C'est parti, Jim. Bonjour Nessie, bonjour Marco, bonjour chers téléspectateurs. Bienvenue à votre émission de sport. Alors, Coach Kadi, on continue encore aujourd'hui sur notre lancée de Strong by Zumba. Alors, si vous êtes prêts, on est parti. Juste vous dire, aujourd'hui, on aura des petits mouvements au sol. Donc, vous assurez que vous avez de l'espace autour de vous pour ne pas glisser, tomber. On va faire aussi des petits sauts, des petits tours. Donc, pour ceux qui ne peuvent pas sauter, je vous invite à faire juste des petits pivots. Pour ceux qui peuvent sauter, n'hésitez pas à sauter. Et quand vous êtes prêts, c'est parti. On marche. On va aller lentement pour le premier côté. Ouvre, ouvre, genou. Ah. Encore. Ouvre, ouvre, genou. On continue, lentement. Ouvre, ouvre, genou. Encore. Genou. Encore. Genou. Marche. On part pour des squats. 1, 2, 3, 4, pointe de pied. Pointe. 1, 2, 3, 4, pointe. 1, 2, 3, 4, up. Comme si vous voulez sauter, mais on reste juste sur la pointe des pieds. Parfait. Marchez. Alors, on va partir pour nos demi-tours. On va commencer par tourner à droite. On respire. On avance, jambe droite, droite, gauche, recule. Encore. Droite, gauche, recule. Demi-tour, on tourne. Hop. Change. Tourne. Tourne. Encore. Droite, gauche. Et on tourne. On tourne. Encore. Tourne. Encore. Encore. Tourne. Encore. Une autre. Tourne. Encore. Excellent. On marche. On refait la même chose, mais à gauche. On respire. Jambe gauche, on va y aller un tout petit peu plus vite. Que vous voyez la différence. Genou. Up. Encore. Ouvre. Ouvre. Genou. On accélère. Ouvre. Ouvre. Genou. Hop. Encore. Ouvre. Ouvre. Genou. Ouvre. Ouvre. Genou. Excellent. On essaye de descendre un tout petit peu. On est jeudi, n'est-ce pas?
Up. Excellent, marchez. On repart. Squat, 4 fois, on saute. 1, 2, 3, 4, pointe. 1, 2, 3, 4, up. 2, 3, 4. Encore. Let's go. Parfait, marchez. Demi-tour. Cette fois à gauche. C'est la jambe gauche qui avance. On récupère. Récupération active. Et on y va. Jambe gauche. Avance. Droite. Recule. Avance. Et on saute. Up. Tourne. 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 Gauche. Tourne. Up. Up. Encore. Alors, on accélère les jambes. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Tourne. Tourne. Plus vite. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Tourne. Encore. Et on marche et on respire. Excellent tout le monde. Alors, encore une fois, n'hésitez pas à repartir voir les vidéos, apprendre les chorégraphies pour être capable de le faire. Nous, pour nous, ça a été un plaisir. J'espère que pour vous aussi. Et je vous souhaite de passer une agréable journée et on se dit à la prochaine. Coach Kadi, le plaisir fut partagé depuis le lundi, vous êtes avec nous et on prend beaucoup de plaisir à vous regarder, nous montrer comment faire pour garder une très bonne forme et avoir la forme que vous avez. Je le dis toujours, j'adore son corps, elle a un corps magnifique, un corps bien ferme. Bah oui, Marco. Bon, j'ai rien dit, moi je constate... on en sait beaucoup maintenant sur Nessie. Alors, nous sommes aujourd'hui le 15 mars 2018. C'est la journée mondiale des droits des consommateurs. Cette journée est célébrée le 15 mars de chaque année. Pour cette année, The Consumers International c'est un organisme représentant les consommateurs au plan mondial, demande un accès à un Internet juste et sécurisé pour tous, une action contre les escroqueries, la fraude et une meilleure protection des consommateurs en ligne. Cette journée sera célébrée ce jeudi 15 mars 2018 en Côte d'Ivoire et sera marquée par une série d'activités des différentes structures des consommateurs. Le thème choisi pour cette édition est connu, rendre le marché numérique plus équitable. On veut plus sentir les associations de consommateurs parce que les Ivoiriens parfois disent qu'on ne les sent pas, ces associations. Quand il y a des augmentations, quand il y a des soucis au niveau des denrées qu'on utilise tous les jours, on ne les sent pas. Et c'est bien de savoir qu'ils s'activent un tout petit peu. Alors aujourd'hui également, c'est la fête en Hongrie, Marco, parce que les Hongrois commémorent la révolution et la suite de la guerre d'indépendance contre les Strasbourg d'Autriche et c'était en 1848 et 1849. Oui, la Hongrie, le pays des Magyars, cette journée est l'une des plus importantes fêtes nationales en Hongrie. En effet, il y a 3 fêtes nationales en Hongrie, c'est la particularité. On a d'abord le 15 mars en mémoire de la révolution de 1848, le 20 août pour la fête de Saint-Étienne et puis le 23 octobre en souvenir de la révolution de 1956. Et Marco, vous le savez, à cette occasion, Budapest, c'est la capitale de la Hongrie, est habillée en rouge, vert et blanc, les couleurs nationales du pays. Et les Hongrois portent des cocardes tricolores épinglées à leurs vêtements. En tout cas, bonne fête à tous les Hongrois d'ici. Et d'ailleurs... Ça, dans des Hongrois en Côte d'Ivoire. C'est sûr, oui. Vous savez, la Côte d'Ivoire, il y a tout, c'est un carrefour. Tout, un carrefour. Il y a tout, surtout au niveau culinaire également. En matière de petit déjeuner, il y a un large choix, n'est-ce pas, Nessie? On mange tout, absolument tout, même si l'atier qui est le plus prisé, le repas le plus prisé. Mais on a beaucoup de choses à manger et on va le découvrir dans le petit-déj. J'espère, on va voir si on va trouver de la tiki dans les photos qui nous viennent en temps réel. Voilà, merci beaucoup à Christelle Akoussa qui réalise cette émission. On a une crêpe fourrée. Le matin. Avec, là, on voit, c'est du poulet, de la viande blanche. Une crêpe fourrée, je sais pas. C'est délicieux. Ça nous vient comme ça en direct, grâce à la diligence de Diane Tiama, chargée de production de cette émission, à toute l'équipe.
On a des Ivoiriens qui vraiment nous font saliver ici en étant dans ce studio. Rien à voir avec les galettes de Anassé, le chef de plateau. C'est également délicieux, Marco, c'est les galettes. Délicieux. Oui, c'est également délicieux. Et pour la suite, nous avons de l'igname. Ça, c'est chez les Baoulés, là. Et chez les Agnis aussi. Hein. Merci beaucoup. Même chez les Abrons, chez les Akans de façon générale. De l'igname avec... c'est avec quoi? Une omelette? C'est du poulet. Non. Avec... Une omelette. Ben bon. Ça, on sent que c'est un plat... Le téléspectateur, il a tout fait pour nous mettre c'est un plat matinal. Un plat matinal même. On sent un peu la pénombre, il ne fait pas encore bien jour, tout ça. Effectivement, le soleil n'est pas encore levé, mais la personne est sur son plat digne. Mon petit doigt me dit qu'on aura un plat très connu. Commence par A, ça termine par... La Tiéké nationale. La Tiéké nationale. Merci pour la bouteille avec une bouteille d'eau. Allez, on va enlever ça rapidement. Voilà, merci beaucoup. On a vu. Pas de problème ce matin. Voilà, la Tiéké nationale. Merci à tous ceux qui nous envoient des images. Hein. N'abandonnez pas, envoyez-nous toujours des images de vos plats le matin comme ça. Et le bon côté, c'est que ça donne des idées à Nessie pour son petit-déj. Et puis on embrasse également Eva Amani, qui également a beaucoup d'appétit. En ce moment, quand elle voit ça, ça l'inspire aussi. Bisous, Eva Amani, on t'aime. On lui fait des bisous. Voilà. Et c'est vrai qu'à travers la nourriture, on vous inspire, mais également à travers les découvertes et les voyages aussi, Marco. Oui. Qu'est-ce que ça vous dit d'aller dans le pays où on célèbre le plus l'amour au monde? Un pays romantique. Ah oui, romantique. Où Marco a promis m'emmener. Oui. Voilà, j'attends patiemment. Voilà, c'est l'Italie. Parole. On y va. C'est la deuxième vidéo qu'on vous propose, un no comment qui vous emmène tout droit en Italie. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano. Lasciatemi cantare. Sono un italiano. Buongiorno Italia, gli spaghetti al dente e un partigiano come presidente, con l'autoradio sempre nella mano destra, un canarino sopra la finestra. Buongiorno Italia con i tuoi artisti, con troppa America sui manifesti, con le canzoni, con amore, con il cuore, con più donne, sempre meno suore. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia. Buongiorno Dio, sai che ci sono anch'io. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano. Lasciatemi cantare una canzone piano piano. Lasciatemi cantare perché ne sono fiero. Sono un italiano vero. Italia che non si spaventa, con la crema da barba la menta, con un vestito gessato sul blu e l'amo viola la domenica in TV. Retour sur le plateau, oui, ça fait rêver l'Italie, l'un des endroits les plus beaux au monde. Vous êtes sur une terrasse à Milan, à Brescia ou bien du côté de Bergame et vous sirotez une bonne eau gazeuse avec un apéro. Voilà, on aime la vie on aime la vie quand on est en Italie. Là encore, on ne vous a pas montré Venise, tout ça. Hein, voilà. C'est un magnifique pays qui produit près de 90 millions de litres de vin par an. Ce sont des experts en matière de vin. Oui, de vin, de bon vin italien. Ah là là. Et si, à contre-cœur, nous allons continuer cette émission. Non, je plaisante, c'est toujours un plaisir. Abba s'est installé, mais on ne va pas aller à lui tout de suite. On va parler d'un mouvement qui est toujours actuel depuis, donc, même après un certain Bob Marley ici. Effectivement, c'est le rastafarisme. Qu'est-ce que c'est? On en parle dans ce téléman, dans ce reportage signé Guillaume Zéré. Bob Marley, Peter Tosh. Les vérités occultées du message Rasta. 280 pages qui réveillent le vieux débat passionné sur le rastafarisme. Le
Rastafari ou mouvement Rasta ou mouvement Rastafari, c'est une spiritualité, tout comme les autres spiritualités qui existent, hein, le christianisme, l'islam et autres. L'Éthiopie, Haïlé Sélassie, les Rastas et la justice, les Rastas et les droits de l'homme. Autant de questions abordées dans cette œuvre pour laquelle l'auteur a mis du temps et parcouru le monde. La rédaction réelle m'a pris 4 ans, disons, mais l'assemblage des sources, ça m'a pris quand même plus que ça parce que j'ai dû faire des voyages à Londres, voyages aussi en Côte d'Ivoire pour voir la communauté Rasta, voyage aux États-Unis, particulièrement pour voir à Boston, dans le Massachusetts, pour voir la fille de Peter Tosh, qui est en ce moment l'héritière testamentaire, Nyambé Macintosh. Les Rastas, drogués et rêveurs, non, ce n'est pas l'avis de Guy-Pierre Mendel. Lui, ce non-Rasta qui s'érige ici, en défenseur de ceux qu'on taxe bien souvent de marginaux. L'image qui est restée, hein, le stéréotype qui est resté, c'est que quand on parle de Rasta, on pense déjà à des gens qui fument, des fumeurs de drogue, des fumeurs de cannabis. C'est cette idée-là qui est restée. Alors qu'au fond, ils ont eu des messages forts qu'ils ont adressés à l'ensemble de l'humanité. Ils ont un message réel, un message de société, de cohésion sociale, de paix, d'amour. 8 chapitres pour dire sa part de vérité sur le message rastafariste. Une vérité soutenue par des paroles de Bob Marley et de Peter Tosh, ces célèbres messagers du mouvement qui considèrent Haïlé Sélassie comme le nouveau Messie. Peter Tosh a dit « Africa is the richest place, but today we are among the poorest race ». L'Afrique, c'est le continent le plus riche, mais aujourd'hui, l'Africain est classé parmi la plus pauvre des races. Pourquoi? Parce qu'il y a un mécanisme derrière qui fait que l'Africain ne bénéficie pas de sa richesse. Il y a un mécanisme derrière qui fait que l'Africain est spolié. La solution à ce monde de guerre, de violence et de haine est la paix et l'amour. Et pour Guy-Pierre Mendel, professeur d'anglais qui prépare en ce moment à la Sorbonne en France une thèse en civilisation américaine, les vérités occultées du message Rasta pourraient changer le cours du monde. Déjà dédicacée en France, l'œuvre a été aussi récemment sur les bords de la lagune Ébriée. Il faut comprendre, c'est très très intéressant, hein, ces recherches-là. Et on remercie encore Guillaume Zéry qui est à l'affût, qui va nous proposer encore d'autres reportages dans le cadre de la Pâque, des préparatifs de la Pâque, avec son compère de toujours, Emman Niamien. Et puis ce matin, on a également une pensée pour notre monteur au niveau donc, de la production. Il s'appelle Cissé Ibrahim qui est souffrant et vraiment toute l'équipe le souhaite un prompt rétablissement et on souhaite qu'il se repose parce qu'il en a vraiment besoin. Et on fait un gros bisou à Leïla, il va comprendre. Allez, bonne journée à toutes et à tous, bon réveil, on espère que ça se passe bien chez vous. Il est là, c'est le trublion de service les jeudis, il s'appelle Abbas et au féminin on avait dit Abbas c'est Bassine. Bassine. C'est vrai Abbas? Bonjour Abbas. Et Bassine. C'est une attaque. Non, c'est pas une attaque, c'est un compliment. Parce que je suis là, je passe mes prières, je prie pour vous rencontrer. Toi, Nessie, c'est tout l'amour que j'ai pour toi. Et puis tu es avec mes ennemis, vous m'attaquez. Mais Abbas, dis-nous, c'est quoi le féminin d'Abbas? C'est joli garçon. Joli. Ça va ou quoi Abbas? Ça va, alhamdoulilah, alhamdoulilah. Ça se passe bien? Oui, ça va. Alors qu'est-ce qu'on a aujourd'hui dans la besace Aujourd'hui, du JT des Cali? On a beaucoup de bonnes choses. Attention, le teasing, on a beaucoup de bonnes choses. Qu'est-ce qui prouve la suite après le jingle? Les belles choses que les vous avez à nous proposer. Oui, que vous allez dans les films, on a teasé. C'est comme ça on fait. Surtout dans les films. Non, il y a des films comme ça qui passent. Vous trouvez tout. C'est un film de Valé. Quand elle arrive en Côte d'Ivoire, tout le monde pense qu'elle a fait tout. Dans les femmes, il n'y a pas de tout. On dit, ah, ma tout, il y a rien. Il dit, Marco. Oui, qu'est-ce que j'ai encore fait? Quand elle dit Anissé, elle va dire oui. Mais toi, je sais que tu es sincère et tu es franc. Est-ce qu'une rencontre sur les réseaux sociaux, ça peut marcher? Ça peut marcher comment? C'est-à-dire, tu as croisé une fille sur Facebook, Snap, WhatsApp. Est-ce qu'après... On croise sur WhatsApp? Ouais. WhatsApp, parfois, quand tu envoies des messages, il y a d'autres qui répondent. Un peu dans votre façon de répondre, ça peut aller... Et puis après, vous allez vous donner... C'est quoi la question? Est-ce que ça peut aboutir à un mariage, à une relation sérieuse? Bah oui, oui, je pense qu'il y a eu des exemples. Hein.
Nessie, n'est-ce pas Nessie? Bah oui, il y a eu Mais pourquoi tu prends Nessie en témoin? C'est là-bas, il y a eu beaucoup d'exemples. c'est là-bas que ça s'est fait. Et avant-hier même, il y avait... Nessie, avant-hier, Non, je vous explique. Ah, d'accord. Avant-hier, il y avait un post dans un groupe qui demandait au couple d'expliquer comment ils se sont rencontrés. Et parmi les explications, il y a beaucoup qui se sont rencontrés sur les réseaux sociaux, qui se sont mariés. Et on a leur rencontre de 2006, 2007. Bon, Abbas parle de quoi? Il parle de mariage? Ouais, de mariage. Parce que... de coupez pas, je sais pas, il parle de quoi exactement? Non, je parle de mariage. Mariage avec mariage. De mariage. Voilà. C'est-à-dire, vous êtes croisés sur les réseaux. Parce qu'avant, par exemple, on voyait des gens aller au champ pour les beaux-parents. C'est-à-dire, je connais déjà comme Izzy, Ntakpe, Tebi, et il avait assiette, il prenait fagot des beaux-parents pour venir, aujourd'hui ils sont mariés. Je connais des gars comme Akou, lui partait regarder la télévision, c'est-à-dire ils ont télévision, mais c'est là-bas il va regarder la télévision parce qu'il veut voir la fille. Tu vois, il y a tout ça. Maintenant, aujourd'hui, quand tu regardes, c'est à faire des faces. Les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux. Bon, une fille que tu as croisée sur Face, elle vient chez toi. Et puis, à chaque fois, pour préparer son portable, là, et puis toi, tu es sûr que tu vas avoir confiance. Nessie, la question vous est posée. Pourquoi Nessie? Bon, si vous êtes rencontrés sur les réseaux sociaux, que vous voyez en dehors des réseaux sociaux, normalement, pendant la rencontre physique, on doit mettre les téléphones de côté pour échanger. On n'a rien compris Afin de ton de mieux se français que tu connaître. nous as dit là. Quelqu'un t'a croisé sur les réseaux sociaux. C'est une rencontre virtuelle. On s'est Et rencontrés qui a sur les réseaux abouti à un sociaux. mariage, donc ça sera On s'est virtuel vu. aussi. On s'est vu. Parce qu'après le virtuel, on passe à la rencontre physique. Maintenant, rencontre physique là, c'est-à-dire vous annulez votre histoire de téléphone. C'est comme ça se passe. Donc, quand on est ensemble, on met le téléphone de côté. Bah oui, c'est possible. Je vous laisse. Bon, d'accord. C'est que chacun de nous va dire au moins comment il a raconté. Ah bon, vous ne voulez pas dire ça. Ah bah, c'est nous qui posons les questions. Ah d'accord, je m'excuse. Chacun de nous va dire comment il a rencontré qui? Comment il a rencontré l'autre? Oui. Moi, j'ai rencontré Marco sur le plateau de Oui, moi aussi, Matin j'ai Bonheur. rencontré Nessie sur le plateau ici. Non, comment vous m'avez raconté? Sur le plateau de Matin Bonheur. Et la réalisatrice À la RTI. On s'est rencontrés à la RTI. dans la cour. Pendant son bureau, elle a rencontré son On équipe. dit, elle Elle a avait son sac. choisi. Elle vous demandez la RTI, c'est où? Mais c'est vrai que c'est une problématique aussi. Oui. C'est vrai parce que je comprends l'inquiétude d'Abbas parce que c'est virtuel. C'est virtuel. Et puis il y a des personnes aussi qu'on voit sur les réseaux sociaux qui ressemblent à Miss Monde. Mais quand on rencontre en vrai, Moi, il y a eu ce Miss problème. Monde, mais Mr. Monde. Et puis quand on rencontre en vrai, c'est Miss Dis, Devil. Devil, quoi. On m'a envoyé un billet d'avion pour aller en Éthiopie. Non, j'étais aux anges. Classe à faire. Hein? J'arrive Vous avez là-bas. pris un grand risque. On dit non, maman dit de venir te chercher. Je dis aïe. Ça veut dire quoi ça? J'arrive là-bas, la personne qui est croisée est 3 fois plus âgée que ma grand-mère. Je ne suis même pas arrivé à la maison. Premier vol de retour, là, j'ai payé, je suis revenu. Non, Donc, mais c'est un gros risque. Hein, Ouais, mais que vous oui. ne connaissez pas, vous prenez et maintenant, l'avion. la question que je vous pose, quelle est la différence entre une amitié, une alliance et puis un rassemblement? Amitié, alliance, rassemblement. Oui. Là, c'est le lieu de rencontre. La différence, Et amitié. voilà. Une amitié, c'est une amitié entre... Dans l'amitié, on est sincère ou on n'est pas Non, sincère? dans l'amitié, Bien ça sûr. peut être circonscrit à un nombre de personnes. Entre nous deux, entre On nous est trois, amis. on est amis. Voilà. Dans l'alliance, ça peut être un groupe, une ethnie, tout ça. Et puis un rassemblement, ça peut être plus associatif. D'accord. Moi, après analyse, j'ai vu qu'une amitié, c'est se voir, s'accepter, partager quelques idées et puis se trahir après. Ça, c'est l'amitié. Une alliance, c'est partager un pacte de non-agression. Pas d'agression d'un D'accord. membre du groupe. Mais rassemblement, c'est le rassemblement qui nous Vous intéresse. pensez à quoi même? Rassemblement. Où est-ce que vous voulez nous envoyer ce matin? Parce que s'il y a pas, c'est dans le rassemblement que tu peux dire que ton ami joue au boule dans le salon. C'est dans le rassemblement que tu peux dire ton ami que tu vois là. Enfin, il est politicien. Mais politique là, lui fait ça dans le salon. Parce que vous avez commencé, vous avez dit que c'est rassemblement. Nous, on vous regardait. On s'est dit que comme vous êtes rassemblés dans votre amitié ou votre alliance, vous allez être sincère envers vous-même. Mais ce qu'on a fini par comprendre, c'est qu'eux-mêmes, ils ne savent pas ce que ça veut dire. Sinon, aujourd'hui,
Comment toi, tu peux prendre ton transport pour aller à Yamoussoukro, tu vas aller insulter l'autre, l'autre aussi va prendre son transport pour aller à Suifri, il va aller insulter l'autre, l'autre aussi va prendre son transport pour aller à Djamé. Bon, on ne comprend plus. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? C'est rassemblement, c'est amitié, ou bien c'est alliance. Parce que nous, ce dont on a besoin aujourd'hui, c'est comment chacun va bien manger, comment chacun va avoir un toit, comment chacun va mettre son enfant à l'école. Mais si vous-même, vous qui êtes ensemble, vous avez dit qu'on est d'accord, on est d'accord, et puis après vous commencez à vous insulter. Bon, nous, on va faire quoi? Ça s'appelle... Vous voulez que je vous donne le nom? De ce qu'ils sont en train de faire. Ça s'appelle la politique. Non, ça s'appelle patrali. Ça s'appelle la politique. Ah comme bon? ça, oui. Ça C'est ça la politique? Eh oui, il paraît. Et la politique, c'est comme ça? Il paraît. Donc, Marco, tu es un bon politicien. Tout ce qu'il y a comme qualité. Merci beaucoup, Abbas. Il est 6h26. Dans quelques secondes seulement, on aura la pub, la météo et le JT. Concernant la météo, Abbas, il fait super chaud, super chaud. On a l'impression que... Mais vous passez votre temps à vous plaindre. Quand il y a la pluie, vous plaignez. Non, mais quand il y a la le fraîcheur. soleil, ces derniers jours-là. Mais non, vrai, le gars même qui... Vous êtes sûr que c'est un seul soleil? Non. On a l'impression que chacun a son soleil. C'est un stagiaire, ils ont mis là-bas. Ah. Donc pour l'instant, il veut montrer au patron que lui, il est fort. Il ne maîtrise pas trop le dosage. Yeah. Non. Il fait très chaud. Et aujourd'hui encore, on ne va pas ça, échapper. Ça donne envie d'aller à la plage. À la piscine. Je peux t'inviter. Ok. 6h26, nous sommes le jeudi 15 mars 2018, bien sûr, c'est Matin Bonheur. On se retrouve juste après la pub, la météo et le JT présenté aujourd'hui par la ravissante et tonitruante Maï Sako. À tout à l'heure. Le ministre d'État, ministre de la Défense, porte à la connaissance de la population de l'ouverture du concours d'entrée dans les écoles de gendarmerie session 2018. Les candidats doivent être de nationalité ivoirienne, âgés de 18 ans au moins et de 25 ans au plus au 31 décembre 2018, titulaires du BEPC ou d'un diplôme reconnu équivalent par le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique. Avoir une taille minimale de 1,68 m pour les garçons et 1,66 m pour les filles. Pour toute information complémentaire, s'adresser à la section recrutement chancellerie, au commandement supérieur de la gendarmerie nationale, 6 à Abidjan, Plateau. MTN, everywhere you go. Mesdames et messieurs, bonjour. Pour cette matinée, le temps sera variable et s'installera des bordures océaniques à la limite forestière avec de courtes éclaircies et de nombreux nuages souvent menaçants accompagnés d'averses. La bande centrale restera à la limite de ces mouvements de masse d'air d'origine diverses. En allant plus au nord, le ciel sera simplement nuageux et le soleil prendra par moments le dessus avec de belles éclaircies. Et variable pour la matinée, on notera 24 degrés à Abidjan comme sur la ville d'Adiaké, 25 degrés à Bondoukou et dans le Béké à Boaké, 23 degrés à Daloa, 24 degrés à Dimbokro, 23 degrés à Gagnoa, 25 degrés dans le Poro à Korogo, 22 degrés de minimal à Mans, 25 degrés à Odiéné, 26 degrés de maximal à San Pedro, 25 degrés à Sassandra, 23 degrés à Tabou, 25 degrés à Yamoussoukro. Pour l'après-midi, les nombreux nuages présents dans le ciel prendront au fil des heures un caractère orageux, surtout dans les régions de l'ouest et celles du nord-ouest. Le pourtour littoral du pays ne sera pas en marge avec des averses. Les nuages seront présents dans le ciel, mais le soleil dominera une grande partie dans l'après-midi dans les régions du centre et celles de l'est. Les températures à présent pour l'après-midi. On notera 32 degrés à Abidjan, 31 degrés, ça sera la minimale à Diaké, 35 degrés à Bondoukou, 34 degrés à Boaké comme à Daloa, 35 degrés, ça sera la maximale à Dimbokro, 33 degrés à Gagnoa, 35 degrés à Korogo, 33 degrés à Mans, 35 degrés à Odiéné, 32 degrés à San Pedro, 31 degrés à Sassandra comme à Tabou, 34 degrés sur la ville de Yamoussoukro. Très bonne journée à toutes et à tous.
MTN, everywhere you go. Bonjour et merci à tous d'être avec nous pour ce 6h30. Comment les banques procèdent-elles pour répondre aux nouvelles attentes du marché et rester compétitives dans un contexte de pleine concurrence? En Côte d'Ivoire, l'une d'entre elles a décidé de lancer une plateforme stratégique résolument axée sur le digital. Une première dans le pays et même dans la sous-région. Objectif de cette offre, faciliter la gestion de son compte bancaire. La cérémonie de lancement de cette banque digitale s'est déroulée ce mercredi à Abidjan en présence du ministre de l'économie numérique Bruno Nabagné-Koné. Cette banque en ligne utilise tous les moyens digitaux à sa disposition. Des moyens destinés à rentrer en contact avec son client, notamment les mails, les réseaux sociaux et les messages par application mobile. Elle va en effet permettre de gérer via Internet toutes les opérations à effectuer dans la vie d'un compte bancaire. À partir de votre smartphone, vous aurez l'opportunité d'ouvrir un compte, et cela en maximum 15 minutes, mais également d'effectuer plus de 70 types de transactions, notamment tout ce qui est paiement, commande de chéquier, commande de carte. Donc tout ce que vous faites en vous rendant de façon physique à la banque, vous pourrez le faire à travers votre téléphone. Avec la banque digitale, point de problème de communication ou d'heure d'ouverture. L'accès en ligne est simple, sécurisé, et le client y rencontre des conseillers bien plus disponibles que dans une agence traditionnelle jusqu'à tard le soir et même le week-end. Nous permettons d'augmenter de façon significative l'inclusion financière en Côte d'Ivoire, qui est chère à la Banque centrale et qui est chère au gouvernement de la Côte d'Ivoire. Ayant nettement moins de charges en ressources humaines ou en immobilier qu'une banque en agence, les frais bancaires liés à ces opérations devraient donc être considérablement plus bas. Notre souhait est que cela cohabite avec la banque. Et vous avez trouvé la bonne solution, c'est de faire en sorte qu'il y ait une banque qui ne soit pas en compétition avec le digital, mais une banque digitale donc, qui intègre ces deux aspects, à la fois de la banque et du numérique. Je pense que c'est cela le futur. La mégastar du football ivoirien Didier Drogba s'est déclaré encouragé par l'avènement de la banque digitale en Côte d'Ivoire. Le département de Bongouanou vient de se doter d'une nouvelle structure de développement appelée ARB, Alliance pour le renouveau de Bongouanou. C'est l'inspecteur général d'État Théophile Awandoli qui a installé le bureau de l'ARB, une initiative qui a mobilisé toutes les populations de Bongouanou, elles qui attendent de cette structure la promotion de la cohésion sociale et la paix. Eugène Atoubi. Le développement de Bongouanou et le progrès des populations des localités qui composent ce département. Une idée que partagent ces filles, fils des cadres, mais aucun cadre formel, aucune structure en termes d'association ou de mouvement pour donner forme à cette idée. Un vide coupable que vient combler l'ARB, Alliance pour le renouveau de Bongouanou, portée sur les fonds baptismaux, sur le temps consacré à l'espoir. Le bureau exécutif de l'ARB a été d'emblée présenté à l'ensemble des populations mobilisées. Tous les membres ont reçu les conseils de Théophile Awandoli, inspecteur général d'État, fils et cadre de Bongouanou, par ailleurs président de la cérémonie. Il s'est félicité de l'initiative de la naissance de l'Alliance pour le renouveau de Bongouanou. On attend de vous que vous ouvrez à la cohésion, à l'unité, la paix et le développement du Moronou. L'Alliance pour le renouveau de Bongouanou se veut un cadre d'union, d'entente et de solidarité, sans coloration politique, avec pour objectif principal le développement de Bongouanou et le progrès des populations qui y vivent. Son président Jacob Assouba l'a réitéré devant les populations, en se confiant aux chefs de tribus et de villages pour être à la hauteur des espoirs que tout Bongouanou place en l'ARB. Ce mouvement sera le creuset par lequel nous allons exprimer notre amour et notre attachement à notre région. Le président de l'Alliance pour le renouveau de Bongouanou pourra aussi compter sur les chefs de tribus et de villages de Bongouanou, autant que sur Nana Boigny-Ndri III, chef de canton de Akoué, parrain de la cérémonie. Il a demandé à ses pairs, les chefs de Bongouanou, d'œuvrer pour que l'ARB
soit le vecteur du renouveau de Bongouanou, département qui ambitionne de retrouver son lustre d'antan, la belle et longue époque de la boucle du cacao. Inauguré le 6 décembre 2017, le Centre civique d'action pour le développement de Bembresso dans la commune de Songon a accueilli ses premiers pensionnaires le 9 mars dernier. Moins d'une semaine après l'arrivée de ces jeunes qui ont été recrutés sur la base du volontariat, le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi des Jeunes et du Service civique y a entrepris une visite de travail pour s'imprégner des réalités et échanger avec les bénéficiaires. Sidi Touré dit être agréablement surpris par l'appropriation des missions par les tout premiers pensionnaires. Ces jeunes bénéficieront de 12 mois de formation, dont 3 en formation civique et citoyenne, 6 en formation qualifiante et 3 mois de stage pratique. On s'intéresse à présent à la 10e édition du marché africain des arts et du spectacle d'Abidjan. Et les ministres burkinabés et ivoiriens font le point de leur coopération en matière de culture. On en parle avec Serge Coléa. La Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, 2 pays frères qui renforcent leur coopération à chaque occasion. La 10e édition du marché des arts du spectacle d'Abidjan donne l'occasion aux 2 ministres de la Culture de faire le point du traité d'amitié et de coopération. Le point qui a été fait est satisfaisant. Vous vous souvenez de la brillante participation de la Côte d'Ivoire au FESPACO 2017 qui a été renforcée par la présidente du président Alassane Ouattara aux côtés de son homologue burkinabé. Nous travaillons de commun accord pour faire avancer les activités de nos 2 pays. Et donc ce point nous permet d'envisager des perspectives pour 2018. Le ministre burkinabé de la Culture, des Arts et du Tourisme conduit une délégation d'artistes venus participer à la 10e édition du marché des arts du spectacle d'Abidjan. Nos 2 chefs d'État ont pour ambition évidemment de faire de nos 2 États un pôle pour faire avancer très sérieusement le processus de construction de l'intégration, non seulement sous-régionale, mais l'intégration régionale. Et de ce point de vue, la meilleure porte d'entrée dans la construction de ce processus, c'est la culture. Les artistes du Burkina Faso entendent promouvoir la culture du pays des hommes intègres. Nous restons dans le domaine de la culture. Une délégation ivoirienne avec à sa tête le ministre-gouverneur Robert Begré-Mambé vient de participer à la 14e réunion du Conseil d'orientation du Comité international des Jeux de la francophonie à Paris, en France. Ce conseil a planché sur l'examen des recommandations des experts sur le projet d'évaluation des 8e Jeux de la francophonie qui se sont déroulés du 21 au 30 juillet 2017 à Abidjan. Cette réunion, présidée par la Marocaine Latifa Moftakir, a félicité la Côte d'Ivoire pour la bonne organisation de ces Jeux. Issa Tchonan Yeo. Après le succès des 8e Jeux de la francophonie à Abidjan, l'heure est à la reconnaissance. La Côte d'Ivoire a été félicitée à l'issue de la 14e réunion du Conseil d'orientation du Comité international des Jeux de la francophonie, CIJF. Ce conseil présidé à Paris, en France, par la Marocaine Latifa Moftakir a salué la parfaite organisation de ces Jeux au bord de la lagune ébriée. La Côte d'Ivoire a su relever le défi vraiment avec brio. Elle a été au-delà de toutes nos espérances. Donc on la félicite du fond du cœur pour le travail qu'elle a accompli, pour tout l'investissement, que ce soit humain et financier, qu'elle a fait pour l'organisation de ces Jeux. Abidjan a mis en place un nouveau standard, mondial, et que les Jeux ne voudront plus et ne pourront plus être autre chose qu'après Abidjan. Il faut que la francophonie dans son ensemble se mobilise et que les nouveaux candidats se préparent en conséquence pour pouvoir continuer à faire les aspects festifs du jeu. Le succès des 8e Jeux de la francophonie a été possible grâce à la qualité organisationnelle déployée, notamment la modernisation du système d'inscription, la forte mobilisation des partenaires associatifs, institutionnels, des médias. À cela s'ajoute la qualité des infrastructures sportives et culturelles, des commodités obtenues grâce à la volonté des autorités du pays. Au sortir de cette réunion, nos regards se tournent vers notre pays et son président pour tout le travail qui a été accompli. Nous n'avons pas de mérite, nous n'avons été que
animateur de tout ce qui a été fait. Le mérite en revient au chef de l'État, au Premier ministre, au vice-président, aux membres du gouvernement, à notre représentant spécial auprès de la francophonie, ici au représentant du chef de l'État auprès de la francophonie, et aux experts de l'OIF qui n'ont ménagé aucun effort pour apporter leur contribution au succès des Jeux d'Abidjan. C'est le lieu de rappeler que les 8e Jeux de la francophonie se sont déroulés du 21 au 30 juillet 2017 à Abidjan. Ils ont mobilisé plus de 4000 athlètes et accompagnateurs, 700 journalistes, 500 000 spectateurs et 500 millions de téléspectateurs. À l'étranger, en Libye, des mandats d'arrêt ont été émis contre plus de 200 trafiquants libyens et étrangers impliqués dans un vaste réseau d'immigration clandestine vers les côtes européennes. Des membres des services de sécurité, des responsables de camps de détention de migrants, ainsi que des fonctionnaires d'ambassades de pays africains en Libye sont impliqués dans le trafic de l'immigration clandestine. La Slovaquie connaît une crise politique profonde un peu plus de 2 semaines après l'assassinat d'un journaliste et de sa compagne. Hier, en début de soirée, le Premier ministre Robert Fico a démissionné. Il espère ainsi sauver la coalition gouvernementale en place. Ainsi s'achève ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. Très bon début de journée à tous et à toutes. Merci beaucoup, Maï Sako. Merci. On vous retrouve demain. Non, pas moi. Pas vous. Vous aurez affaire à Hamza Diaby. Hamza Diaby. Pourquoi vous me dites ça avec beaucoup de plaisir comme ça? Vous ne voulez pas venir avec nous demain? C'est toujours un plaisir de te retrouver, Marcelin, tu le sais très bien. Ah, franchement, je ne suis plus là. Ainsi que toi, Nessie, ne t'inquiète pas. Voilà que je me sens concernée. Mais voilà, vous êtes toujours sur Matin Bonheur. Maï Sako, elle nous quitte, mais lui, il est très bien installé. Vous le savez, hein, tous les jeudis, on reçoit un entrepreneur qui partage avec nous son expérience. Et aujourd'hui, Marco, on reçoit Akadji Bongbadji. Bonjour. Bonjour, Nessie. Bienvenue sur ce plateau. Merci de m'avoir invité. Bonjour. Alors, Marco, il y a une de fois belles choses à que, voir, hein. vous savez, il y a un Dieu qui existe quand même. Parce que j'ai ma collègue qui est à côté de moi, qui a une rubrique qu'on appelle diététique et qui mange toujours seul. Aujourd'hui, on a un entrepreneur qui vient sur ce plateau avec un plat. Donc, la réciprocité aidant, ça, c'est à moi tout seul, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Ok, merci beaucoup. C'est un jeune dynamique, mesdames et messieurs, donc, qui a grandi à l'extérieur, en France. C'est un breton, c'est l'un des plus bretons des Ivoiriens, donc du côté de Rennes. Et il a décidé, de se lancer dans les affaires dans son pays d'origine. Et ça donne quelque chose d'assez sympa. Et c'est la raison pour laquelle nous le recevons. Vous êtes dans le domaine de la cuisine bretonne, en Côte d'Ivoire. C'est ça exactement. Expliquez-nous votre histoire, messieurs. Okay. Je suis né à Rennes, en Bretagne, et le but c'était de pouvoir venir investir dans mon pays, en Côte d'Ivoire, étant né de père et de mère ivoiriens. Du coup, l'objectif c'était de brasser ces deux cultures, et on l'a fait par la gastronomie, donc par la cuisine. Et c'est pour ça que j'ai voulu créer une crêperie. C'est la spécialité en Bretagne, ici à Abidjan. D'accord. Pourquoi le choix des crêpes? C'est vrai que c'est très prisé en Bretagne, mais ici en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens aiment autre chose. Pourquoi avoir décidé d'installer une crêperie en Côte d'Ivoire? Aime autre chose, c'est pas si sûr, puisque ça marche bien, c'est assez populaire. Les Ivoiriens ont l'air d'aimer les crêpes. Pourquoi les crêpes? Parce que c'est vraiment l'identité bretonne. Par définition, quand on voyage dans le monde entier, il y a toujours un breton qu'on croise, et ce qui relie tous les bretons, c'est les crêpes. Après, en Côte d'Ivoire ici, les Ivoiriens en sont assez friands. Et du coup, c'est un pari assez réussi. Alors, après tout, c'est vrai, c'est des crêpes, c'est l'identité bretonne, mais c'est après tout du business. Comment on se lance dans les affaires quand on débarque, entre guillemets, on va dire ça comme ça, donc de la France? On ne connaît pas forcément les réalités donc, du terrain. Comment ça se passe au niveau de l'investissement, au niveau, par exemple, de l'exportation du matériel, tout ça? C'est un grand saut dans l'inconnu, non? Bien sûr, c'est un grand saut dans l'inconnu. Ça n'a pas forcément été très facile. Il a fallu s'armer de patience, de courage. Il y a eu beaucoup d'obstacles parce que quand on arrive comme ça dans l'investissement dans un autre pays, c'est vrai qu'il y a une différence culturelle. On n'est pas forcément tout de suite prêt. Mais après, voilà, il faut se battre, s'entourer de sa famille et pouvoir bien s'organiser. Parce que quand on investit comme ça hors de son pays natal, personne ne nous attend. Donc du coup, c'est à nous de prouver et de pouvoir le faire dans les meilleures conditions. On ne vous a pas découragé, on ne vous a pas dit « Ah non, tu vas en Afrique, c'est compliqué là-bas, il ne faut pas y aller, c'est l'enfer ». On ne vous a pas découragé? Bien sûr que si, on m'a découragé plusieurs fois. Après, moi, je croyais en mon projet.
Je croyais en moi. Avec mon associé, on s'est dit qu'on le ferait. Et donc, rien ne pouvait nous arrêter. Et il y a des jeunes qui sont à l'extérieur qui vous regardent aussi. Quel obstacle pourraient-ils rencontrer s'ils décident de venir entreprendre en Côte d'Ivoire? Un des premiers obstacles, comme je le disais, ça peut être un obstacle tout simplement culturel. Également, il faut bien s'organiser sur tout ce qui va être, quand on importe des choses ici en Côte d'Ivoire, bien se renseigner avant parce que c'est pas chose facile. J'ai été confronté à la douane. Vous en savez quelque chose? Ça se sent, je pense. Et du coup, voilà, il faut vraiment bien s'organiser en amont. Maintenant, c'est du plaisir. Hein. Je veux dire, je ne veux pas freiner les autres jeunes comme moi qui veulent investir. J'encourage tout le monde à le faire vraiment. Mais voilà, il faut vraiment s'armer de patience, être bien entouré. Mais bon, comme on le dit chez Marin, il faut penser à se faire plaisir. C'est ça le plus important. Alors, quand on arrive chez vous, là on va parler maintenant purement gastronomie, quand on arrive chez vous, hein, comment ça se passe? Et puis, donc, vous nous conviez à quel voyage avec des crêpes, des galettes? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a toute une panoplie là. Avec Marin, c'est vraiment la Bretagne qui s'installe ici à Abidjan. Quand vous arrivez, il y a l'odeur des crêpes déjà qui vous amène jusqu'à notre restaurant. C'est une cuisine ouverte, donc vous pouvez voir nos crêpiers faire à manger devant vous. On vous propose des crêpes, on l'a dit, des gaufres, également des glaces roulées sur une plaque réfrigérée, c'est assez original, et des galettes, bien sûr. La galette qui est le plat principal, donc c'est un plat salé avec de la galette de la farine de sarrasin. Et voilà, donc du coup vous avez un plat complet. Et bienvenue, en tout cas. Et les Ivoiriens sont friands le plus de quoi? De galettes, de crêpes? Nessi, maîtrisez-vous. Quand vous êtes à votre rubrique, vous n'invitez personne. Donc aujourd'hui, la loi de la nature est dans. Je suis seul avec mon ami. Alors, qu'est-ce que les Ivoiriens sont plus friands? Sont plus galettes, crêpes? Forcément, ils sont plus crêpes parce que c'est le produit qui est le plus connu. Maintenant, les galettes, on faut les force à goûter et à chaque fois ils ont un doute sur le fait est-ce que je vais bien manger, est-ce que ça va me caler, etc. Mais c'est quand on parle de galettes, oui. C'est pas, je sais que vous êtes baoulé, mais on parle de galettes. Expliquez les galettes. Non, c'est les galettes. Donner l'explication, oui. Voilà, c'est comme j'ai dit des galettes de sarrasin. Après, chez nous, ce qui est bien, c'est que nos prix commencent à 1000 francs. Donc, c'est vraiment accessible à toutes les bourses. Donc, on a le prix d'entrée de 1000 francs. Donc, on peut vraiment se faire plaisir à pas cher du tout. Et voilà, donc les crêpes d'abord. Ensuite, les glaces, forcément. On est dans un pays chaud. Et les galettes et les gaufres. Et vous avez combien de personnes? L'entreprise est composée de combien de personnes? Aujourd'hui, nous sommes une équipe de 4 crêpiers. Mais bon, nous sommes dans un développement, donc nous allons encore recruter dans les semaines qui viennent d'autres crêpiers. Les banques vous ont aidé? L'État, un crédit? On a pris avec mon associé nos économies personnelles. Wow. Et voilà, c'est pour ça qu'on n'a pas le droit à l'erreur. Il faut qu'on... Qu'est-ce qui a failli vous décourager? Ce qui a failli le plus me décourager, je pense que c'est l'importation. Je pense que c'est ce qui a été le plus dur. Racontez-nous. Ça peut servir de leçon à d'autres. Exactement. C'est vrai que moi, j'ai fait venir une partie du matériel ici en Côte d'Ivoire. Tout le reste, je l'ai fait faire par des artisans ivoiriens. Les tables, toute notre communication est faite par des Ivoiriens. Mais une partie, je ne trouvais pas ici, donc j'ai fait venir ça de France. Et ça a mis des mois et des mois bloqués au port. Et du coup, le projet n'a failli jamais voir le jour, à un jour près, parce que je ne pouvais pas sortir le matériel et j'étais arrivé au terme de mon séjour et je ne pouvais que vendre le local. Donc du coup, grâce à Dieu, c'est qu'un mauvais souvenir, mais ça n'a pas été facile. C'est vraiment l'importation. Donc j'insiste, il faut vraiment bien le préparer. Et là, il y a beaucoup de problèmes là-bas, parce que je connais quelqu'un qui a vu sa marchandise gardée au port pendant 2 ans. Voilà, il a persévéré, mais pour finir, il a sorti sa marchandise. Alors, vous êtes vous-même dans la gastronomie, c'est vous qui formez vos employés ou comment ça se passe? Non, moi, c'est vrai que j'ai un profil, j'ai un master en marketing, donc du coup, je ne suis pas dans la gastronomie. On a pensé la chose. Ensuite, on a pris des personnes qui ont formé les crêpiers, qui eux-mêmes ont été formés. Mais je ne suis pas moi-même de la gastronomie. Moi, je viens de la banque. Donc, mais ayant vécu à Rennes, vous pouvez distinguer le bon grain de livret, on va dire ça comme ça. De toute façon, nous, c'est simple. Il y a des Bretons, plusieurs Bretons sont venus au restaurant, ils ont validé nos crêpes. Donc si un Breton a validé la qualité, c'est qu'on a transformé l'essai. C'est ça que vous avez passé l'épreuve du feu. On a passé l'épreuve du feu, exactement. En tout cas, chapeau et puis bon courage, c'est tout ce qu'on peut vous souhaiter. Merci et puis à terme, c'est quoi? Avoir une franchise? Le but, c'est exactement ça, c'est de pouvoir se développer. Là, on a un premier qui est au Vallon, aux 2 plateaux. Donc, vous pouvez nous trouver pas loin du carrefour du 12e.
Et la suite, c'est de se développer en franchise, de faire plusieurs autres marins dans Abidjan et en Afrique de l'Ouest. Donc j'espère que pour la prochaine émission, je pourrai vous parler des autres marins sur la sous-région. Alors là, qu'est-ce qu'on a sur la table aujourd'hui? Là, je vous ai amené un peu de tout. C'est l'équivalent de notre café gourmand. Je peux avoir pour vous montrer, bien sûr, que la réalisatrice puisse voilà. Comment aussi je peux montrer? Et ça, c'est quoi? Ça, on a quoi là? Donc il y a différentes crêpes. J'ai mis un peu de tous les goûts. Donc vous pouvez goûter, essayer de deviner quelles sont les crêpes que j'ai mises. Il y a également des gaufres avec du Nutella, de la myrtille, du citron, de la banane. Et voilà, donc c'est que de la banane, vous utilisez d'autres fruits? Non, il y a d'autres fruits. Là, c'était pour montrer, pour la décoration. C'était pour la décoration, mais il y a d'autres fruits. Et du coup, c'est le café gourmand. Donc vous venez le matin chez nous. Et voilà, on peut vous proposer un café ivoirien, le café ivoirien Ivory Blue. Ok. Et vous prenez avec une glace de la chantilly. Bien sûr, c'est fait pour ça. D'accord. Laissez poser les questions. Allez, dites-nous les différents parfums. Donc on était sur... Marcelin a deviné. On ne peut pas dire le nom à l'antenne, mais c'est... bon. En tout cas, voilà, comme je disais, j'ai fait un mix de plusieurs... Je ne suis pas breton, mais pâte à tartiner. Exactement. Une autre pâte à tartiner, de la myrtille, de la fraise, du citron, du gingembre. On a mis un peu de tout. Non, mais je sais que vous n'allez pas donner le secret de la recette, mais pour faire une crêpe, qu'est-ce qu'il faut? Il faut des œufs? Il faut des œufs, du lait, de la farine, du sucre, une pincée de sel et un petit quelque chose qui fait que les crêpes de marins sont les meilleures. Donc écoutez, moi je vous laisse. Essayez de vous poser toutes les questions que vous voulez. Moi je vais juste à côté pour voir un peu, voilà, pour vous bosser, quoi. En tout cas, c'est une très bonne initiative. Merci. Nous, on est de tout cœur avec vous. Et donc, on espère que ça va susciter des vocations et d'autres jeunes ne vont pas avoir peur d'investir. Parce que, comme vous avez dit, on ne vous attend pas. Hein. C'est vrai, voilà, on est tous jeunes, on est tous ambitieux. Et ce n'est pas parce qu'on vient de France qu'on a une meilleure place ou quoi que ce soit. Donc vraiment, quand on vient, il faut rester humble et après, adviendra que pourra. Donc, ce sont les conseils que vous aviez à donner à vos confrères qui sont de l'autre côté. Ils sont beaucoup comme ça, qui veulent rentrer, investir en Côte d'Ivoire? Oui, moi je suis l'ambassadeur de ça. Je souhaite vraiment que les jeunes comme moi qui ont été formés, qui ont un esprit d'entrepreneuriat, puissent revenir en Afrique, dans leur pays d'origine, pour pouvoir investir et créer de l'emploi vraiment dans leur pays. Nous, le but, c'est ça. On a embauché donc nos employés qu'on paye très bien parce que ça fait partie de notre modèle, de pouvoir bien rémunérer nos équipes, qu'ils se sentent bien au travail et ensuite de pouvoir donner le meilleur de nous-mêmes. Vous payez très bien au-delà du SMIC? Bien sûr. D'accord. Marco? Oui. La suite de cette émission, mesdames et messieurs, je rappelle qu'aujourd'hui, nous sommes le jeudi 15 mars 2018. On a reçu avec beaucoup de plaisir un symbole donc, de tous ces Ivoiriens qui ont des potentialités qui sont à l'étranger. C'est à nous, en Côte d'Ivoire, de créer un cadre afin que toutes ces personnes-là puissent venir et mettre leur dextérité au service de leur pays. Bon courage à vous, messieurs. Et puis, on salue donc toute votre équipe. La suite de ces matinales passe également par des rubriques. Nous allons, voilà, sans doute aller avec l'élément diététique. La diététique, si on est prêt donc du côté de la régie, au niveau de la diététique, on va parler aujourd'hui normalement de Sol Meunière, Nessie. Comment ça s'est passé le tournage? Marco, comme toujours, hein, c'est un plaisir pour moi d'être en cuisine et de vous proposer les repas que vous allez voir là. Vous pouvez garder ça. Hein. Voilà, donc j'ai bien dégusté la Sol Meunière, Marco. Vous n'avez pas idée combien cette sole fut délicieuse. On y va. Mesdames et messieurs, bienvenue dans la chronique diététique de Matin Bonheur. Aujourd'hui, on aura du poisson dans nos assiettes. Mais pas n'importe quel poisson, une variété très prisée et appréciée par beaucoup de personnes, de la sole. Mais quelle sole? Eh bien, notre diététicien, il est avec nous, Jules Kwasi. Il nous dira quelle sole on consommera aujourd'hui. Bonjour. Bonjour, Nessie, comment tu vas? Très bien. Toujours rayonnante. Merci. Ben, effectivement, il faudrait faire de sorte qu'on ait beaucoup plus de poissons dans nos assiettes et surtout dans la semaine, 3 à 4 fois de poisson. Je pense que ça fait du bien à la santé. Aujourd'hui, la recette, c'est une sole meunière. Une sole meunière. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut pour la sole meunière? La sole meunière, nous avons d'abord la sole elle-même, de la farine, du jus de citron, du poivre, du sel, de l'huile, du persil, du beurre,
Et puis je pense qu'à partir de là, nous pourrons commencer à faire notre cuisson. Cuisson, super. On met de l'huile parce qu'il faut frire les deux poissons. En attendant, nous allons faire assaisonner, mettre du poivre, du sel et puis de la farine. On met la farine. On va les laisser dorer. On va réserver. Nous allons passer à la deuxième étape de notre cuisson, faire ce qu'on appelle la sole meunière. Et nous allons utiliser maintenant du beurre. Il faut laisser fondre le beurre. Alors on remet notre sole dedans. La sole a été frite avec de l'huile, ensuite on fait revenir avec du beurre. C'est pas trop gras? Non, pas du tout. La sole a une chair vraiment tendre qui ne conserve pas le gras. Le poisson même n'est pas gras. Et c'est ça qui fait sa spécificité en tant que poisson. Nous allons ajouter le jus de citron. Voilà. On va retourner un peu le poisson. Voilà. Bien, je pense que c'est prêt. Cette recette va être accompagnée de ce qu'on appelle la tchéké améliorée. Nous allons faire de la tchéké améliorée. Tu mets les tomates. Découpées ou je les mets toutes? Découpées. C'est tout. C'est bon. Un peu de sel. Du poivre. Alors, il faut laisser bien dorer. Je renverse tout la tchéké là-dedans. Voilà. On va goûter. Du sel. Oui. Donc voilà, je pense que c'est prêt. Mais voilà, c'est terminé. Donc, on a notre sole meunière accompagnée de l'attiéké amélioré. Oui, l'attiéké amélioré, c'est de l'attiéké un peu spécial qu'on cuit avec des légumes. Super. Alors, on va commencer. On va passer aux choses sérieuses. Oui. Je fais des jaloux là. Il y en a ici, surtout Rosemary, la chargée de production, elle s'est dit, ah, mais si elle seule. Un peu de sauce, non? Il y a un peu de sauce. Mais voilà, c'est très très bon. Voilà. L'attiéké avec tout ce qu'il y a à l'intérieur, hein, la sole. Franchement, merci beaucoup d'avoir partagé cette recette avec nous. Merci. D'accord. Merci beaucoup. Bien manger, ça fait du bien. bien.
Alpha Omega Service Africa organise la 5e édition du Forum de l'emploi et de l'entrepreneuriat féminin, le FIF 5 étoiles, les 16 et 17 mars 2018 à Abidjan à l'Atri Event autour du thème « Osez et réalisez vos rêves ». Au programme, expositions, conférences, présentations d'entreprises, rencontres B2B, ateliers de coaching et bien d'autres activités. Sponsor, associez votre image à cet événement et contribuez à l'essor de la femme entrepreneur. Infoline 22 41 45 65. Merci à tous nos partenaires. FIF, le forum qui booste les femmes. Ma soeur, où vas-tu si pressée? Mon mari a découvert une nouvelle pâte tomate là. Il en parle tout le temps. Ma chérie, c'est Alissa tomate. Alissa? Ah! Le double concentré de tomates Alissa, fait à base des meilleures tomates naturelles sélectionnées pour leur goût et leur qualité. La tomate Alissa se conserve très bien et ne noircit pas. On voit l'équipe qui va évoluer en 4-4-2. C'est de ça que je te parlais. Alissa, le goût parfait. Chaque jour, ce sont quelques milliers de kilomètres parcourus pour vous apporter une eau pure et légère, indispensable à une bonne santé. Vous livrer une part de bien-être est ma meilleure récompense d'une journée de travail ardu. Céleste, pure et légère. Voilà, le jingle l'a annoncé et elle est là sur notre plateau. Elle, c'est Dr Véronique Kofi-Loboué. Elle est avec nous pour parler d'un mal qui prend de plus en plus de l'ampleur. Hein. Vous avez beaucoup de cas d'hypertension artérielle? Oui. Voilà, sûr. donc on parlera de cette hypertension artérielle. Bonjour. Bonjour, madame. Marco. Bonjour, vous allez bien? Bien sûr, okay. Ça va. Alors, c'est quoi l'hypertension artérielle? Alors, par définition scientifique, on va dire, selon l'OMS, c'est lorsque la pression artérielle est au-delà de 140 sur 90 mm de mercure. D'accord? Vous savez que l'hypertension artérielle toujours se définit par deux chiffres. On a le premier chiffre qui est la systolique, c'est lorsque le cœur se contracte pour chasser le sang, et donc on mesure la pression ne doit pas dépasser 14 ou 140 mm de mercure ou 14 cm de mercure. Et le deuxième chiffre, c'est la diastolique, c'est-à-dire au moment où le cœur se relâche, on doit mesurer la tension et la tension ne doit pas dépasser 90 ou 9 cm de mercure. Donc, chez tout adulte, selon l'OMS, la tension ne doit pas dépasser 14,9. D'accord. Et peut-être pour aller plus loin, si la pression artérielle est au-delà, c'est-à-dire le premier chiffre seulement au-delà de 14, c'est-à-dire on peut avoir 16, 8, c'est une hypertension également, hypertension artérielle systolique. Si c'est le deuxième chiffre qui est plus élevé, c'est-à-dire on va dire 13, 10, c'est l'hypertension artérielle diastolique. Ou alors les deux chiffres sont élevés, 16, 10, ça fait hypertension artérielle systolo-diastolique. Donc dans les trois cas, c'est de l'hypertension artérielle. Alors comment on prend normalement la tension? Parce qu'il y a beaucoup de thèses, beaucoup d'écoles. Quel est le processus de prise de tension artérielle fiable? Poignet, bras, je sais pas. C'est vrai, il y a beaucoup de méthodes. Et même les appareils, il y en a plein. Si vous voulez, on va en parler. Alors, pour faire le diagnostic de l'hypertension artérielle, c'est de mesurer la pression artérielle avec un appareil qu'on appelle tensiomètre. Et parmi les tensiomètres, on en a plusieurs. Il y a le tensiomètre à colonne de mercure, il y a le tensiomètre anéroïde, c'est celui qui est rond, qu'on utilise le stéthoscope, et il y a le tensiomètre électronique. D'accord? Mais dans tous les cas, on va poser le brassard au niveau du bras. Il faut bien le poser. Si on avait un appareil, j'aurais fait une démonstration tout à l'heure. Vous n'êtes pas venu avec. Vous êtes amendé. On m'a fait non, je vous taquine, D'accord. Donc, on pose le brassard, on le pose bien. Il ne faut pas que le bord inférieur dépasse le pli du coude. Et puis, on prend le stéthoscope, on pose le stéthoscope au niveau de l'artère cubitale. Et de l'artère
l'artère qui passe par ici, c'est l'artère cubitale. Et puis, oui. Et puis, on écoute les bruits et on regarde à l'écran pour noter les valeurs. D'accord? C'est comme ça qu'on mesure la pression artérielle. Et on a remarqué que quelquefois, des gens passent au marché pour mesurer la tension des gens, ils ne le font pas bien. C'est vraiment dommage. Moi, je pense que si quelqu'un veut faire un dépistage de tension, il vaut mieux aller en pharmacie ou dans les hôpitaux. Aujourd'hui, on a les centres de santé à base communautaire qui sont un peu partout. Les gens peuvent se rendre là-bas pour mesurer leur tension. Et nous conseillons à la population d'ailleurs de faire, dans le cadre de bilan de santé annuel, de passer à l'hôpital une fois, même s'ils ne sentent rien, mais de passer déjà à mesurer leur pression artérielle pour connaître les valeurs. Par jour, par exemple, une fois par jour, par mois, prendre sa tension artérielle, avoir un carnet. Quand la tension artérielle est bonne, une fois par an, c'est suffisant. Mais toutes les occasions où on se sent malade, on se sent fatigué, où on a des céphalées, des maux de tête ou des palpitations, oui. Toutes les fois où on a quelques symptômes, qu'on se rend à l'hôpital, systématiquement, le professionnel de santé doit mesurer la pression artérielle. C'est très important, oui, ça fait partie des constantes. Mais quels sont les symptômes là? Là, vous avez parlé de vertige, de mal de tête. Quels sont les symptômes qui doivent véritablement alarmer une personne? Effectivement, comme l'hypertension artérielle est une maladie, il y a des symptômes. Mais malheureusement, dans la majorité des cas, on ne va pas trouver des symptômes. C'est une forme... Elle est insidieuse. Elle est silencieuse. C'est d'ailleurs pour cela qu'on l'appelle hypertension, on l'appelle tueur silencieux. L'hypertension artérielle est une affection silencieuse. Dans la majorité des cas, c'est-à-dire on peut avoir 20 de tension et ne rien ressentir. On croit qu'on est en bonne santé et puis alors que la tension évolue. D'accord? Maintenant, dans les cas où il y a quelques signes, qu'est-ce que c'est? C'est des maux de tête, des palpitations, des vertiges, des essoufflements à l'effort, au moindre effort, on est essoufflé, ou bien, j'ai dit des palpitations, n'est-ce pas? Voilà. C'est un peu ces signes-là. Il faut poser combien de temps, docteur, pour poser le diagnostic? Est-ce que, par exemple, quand on prend sa tension pour la première fois, comme ça, c'est à 14, 8, est-ce que c'est alarmant? C'est un processus? Justement, c'est un processus. C'est dans la permanence qu'on va déclarer la personne hypertendue. Ce n'est pas juste à une mesure. Parce que si on a mal dormi, si on a une altercation, si on s'est énervé, la tension peut effectivement monter. On a été frustré, on vient, voilà, on est stressé par une situation ponctuelle, la tension peut monter. Ça ne fait pas de la personne une hypertendue, d'accord? Mais... je m'excuse, mais il y a l'effet blouse blanche aussi. Oui. Parce que quelqu'un qui est devant le médecin, tout de suite, naturellement, il a peur. Parce que quand on voit un médecin, quand on voit votre blouse blanche, des fois aussi, ça fait peur. Tout à fait. Nous connaissons ce qu'on appelle l'effet blouse blanche, effectivement. Oui. Il y a des personnes qui ne sont pas du tout hypertendues, mais en face de la blouse, en face du tensiomètre, ils développent une phobie, ils ont peur, et puis l'adrénaline monte, effectivement, ça fait monter la tension artérielle. Quand je sens l'éther. Ça vous fait monter la tension. Oui, je suis perturbé. Donc, pour faire le diagnostic de l'hypertension artérielle, il faut le faire dans le temps. Il faut apprécier la permanence de cette hypertension avant de dire que la personne est hypertendue et organiser les soins autour de cette hypertension artérielle. Mais à quel moment faut-il s'alarmer? Je ne sais pas moi, Marco par exemple. Non, prenez un exemple sur une autre personne. Alors, ça... Bon, quelqu'un qui sent l'éther, voilà, qui est tout de suite stressé et que la tension monte. Là, qu'est-ce qui doit se passer? On n'a pas, voilà la procédure, oui. Toutes les fois où, pour une raison ou une autre, vous prenez votre tension à la maison, vous avez votre tensiomètre, vous mesurez, vous constatez que c'est haut, écoutez, allez-y à l'hôpital. C'est le médecin qui va confirmer la réalité de cette hypertension artérielle. Et avant, on disait à la personne, OK, votre tension n'est pas bonne, reposez-vous, on vous demande de vous relaxer, on vous donne des anxiolytiques, des médicaments pour vous calmer, et puis vous revenez 1 semaine, 2 semaines après, en fonction des chiffres qu'on aura relevés. OK, revenez, et puis on remesure la tension. On va voir dans le temps, si elle est permanente, alors on va dire attention. Mais en plus, on va prendre en compte certains autres facteurs, tels que votre âge, d'autres facteurs de risque, comme le surpoids, l'obésité abdominale, la prédisposition familiale, l'hérédité. C'est tout ça qu'on met dans la balance pour dire attention, votre affaire, c'est une hypertension réelle. Mais aujourd'hui, oui, aujourd'hui, on a d'autres tests, comme on appelle le Holter tensionnel. Voilà.
la mesure ambulatoire de pression artérielle par le holter tensionnel qui permet de faire le diagnostic plus rapidement. C'est-à-dire, on vous met l'appareil, le matin, peut-être 8h, 9h, vous portez l'appareil et vous allez à la maison avec. L'appareil mesure votre tension artérielle toute la journée et toute la nuit, même quand vous dormez. D'accord? Ça permet d'avoir votre profil tensionnel. D'accord? Votre tension, bien sûr, à l'hôpital et votre tension à la maison. C'est d'ailleurs grâce à cet appareil qu'on a pu faire le diagnostic de l'effet blouse blanche, qu'on a pu comprendre parce qu'il y a certaines personnes, à l'hôpital, la tension monte, on leur met l'appareil, ils vont à la maison. Une fois à la maison, la tension devient normale. Même la nuit, quand ils dorment, la tension devient normale. Mais grâce à ce test aussi, aujourd'hui, on peut découvrir ce qu'on appelle l'hypertension artérielle masquée. Parce qu'il y a des personnes, une fois à l'hôpital, devant le médecin, c'est l'effet contraire. Ils sont tellement relaxés, tout va bien, ils se sentent tellement bien que la tension est bonne. On va trouver 12, on va trouver 13. Mais la personne va se plaindre toujours de maux de tête, de vertiges à la maison, au travail. En fait, c'est des gens peut-être qui sont stressés à la maison ou au travail. Et là-bas, la tension monte. Ou bien alors, la nuit, quand ils dorment, la tension ne descend pas. La tension monte la nuit. Et donc, quand on leur met l'appareil, on se rend compte qu'au moment où ils étaient à l'hôpital, la tension était bonne. Mais une fois qu'ils sont à la maison ou au travail, ou bien en train de dormir, la tension ne descend pas. Ça, c'est de l'hypertension artérielle masquée. Et ça, c'est une hypertension qu'il faut soigner. Parfois, il y a la tension artérielle aussi quand on est assis, quand on est couché, quand on est debout. C'est toute une variation. Oui, bien sûr que l'hypertension artérielle, effectivement, il y a une variabilité physiologique. Donc la diastolique, la systolique, bien sûr, il y a une variabilité. Nous disons que c'est physiologique. D'accord? Parce que dans la journée, dès qu'on vient de se réveiller, si on a passé une très bonne nuit, la tension va être bien. Et puis, on embrasse le coup de la journée, le travail, on s'énerve un peu, on est en train de marcher. Tout ça, ça varie. L'environnement. L'environnement. Mais tout ça, nous disons que la tension ne doit pas excéder 14,9. Sinon, ça peut varier à tout moment, à 13, à 12, à 11 dans la journée. Et même, Dieu a prévu, je crois en Dieu. Ça fait plaisir d'entendre. Ouais. Il a prévu même que quand nous dormons, si vous avez 13 de tension dans la journée, c'est une bonne tension. La nuit, vous ne devez pas avoir 13 de tension. La nuit, la tension doit baisser un peu de 10 à 20%, d'accord? De sorte que le cœur n'ait pas à trop travailler. Donc, c'est ça qui est normal. Mais si dans la journée, vous avez 13 de tension, et puis la nuit, vous êtes couché, vous avez encore les mêmes 13 de tension, nous disons que vous faites une hypertension artérielle nocturne. Vous comprenez? Là, on a l'image de battement de cœur, ça va certainement vous intéresser. Normalement, on devrait avoir ça. Voilà, c'est venu. Donc, tout part de là, en fait. Oui. Expliquez-nous un peu le processus. Alors, le processus, c'est que, vous savez, le système cardiovasculaire est composé du cœur, voilà, le cœur qui bat, et le cœur, en battant, il propulse le sang dans les artères, dans tout le corps. Et la vitesse de circulation du sang ne doit pas excéder 14,9. Le système hémodynamique. Oui, le système hémodynamique. C'est le mouvement du sang à travers tout le corps. Vous remarquez que nous avons des tuyaux, des artères rouges et des tuyaux bleus. Ce sont des veines. Donc, c'est les veines qui font le retour du sang au niveau du cœur droit. Et le cœur gauche pompe le sang rouge au niveau de l'artère. D'accord? Et au niveau de l'artère, le sang est distribué dans tout le corps. C'est le sang propre, c'est le sang riche en oxygène qui va dans toutes les cellules pour irriguer le sang, pour apporter des nutriments, pour apporter de l'oxygène. Une fois qu'au niveau des cellules, le travail a été fait, alors le sang sale, exactement comme dans votre lavabo, vous lavez les mains et puis l'eau sale passe par le système d'assainissement, n'est-ce pas? Donc, le sang bleu qui devient sale, qui devient riche en gaz carbonique, en CO2, revient petit à petit tous dans le cœur droit et tout ce cœur droit va propulser son sang dans les poumons. Alors par la respiration, quand nous expirons, nous sortons les gaz carboniques et nous inspirons, nous reprenons l'oxygène qui rougit le sang et le tour est joué. D'accord? Donc on a une grande circulation, c'est la circulation systémique et on a une petite circulation, c'est la circulation pulmonaire. Voilà. Merci beaucoup. Et en même temps, il se dit que juste après une hypertension artérielle, il y a de fortes chances, disons, il y a des risques d'avoir une crise d'AVC.
Oui, bien sûr que l'AVC est une complication de l'hypertension artérielle. Mais il n'y a pas que l'AVC. Il y a les crises cardiaques, l'hypertrophie ventriculaire gauche, les troubles du rythme, l'angine de poitrine, d'accord, l'insuffisance rénale, les artériopathies oblitérantes des membres inférieurs, d'accord, on va dire la rétinopathie, comment on dit? La rétinopathie, j'ai oublié le nom un peu, la rétinopathie hypertensive, c'est-à-dire le fait que les artères des yeux vont se rétrécir un peu liées à l'hypertension artérielle. Donc, il y a beaucoup de complications, d'accord? C'est pour ça que quand une personne est hypertendue, nous faisons tout pour que la personne se soigne et que la personne se soigne bien. Le problème que nous rencontrons souvent, c'est le problème de observance thérapeutique. Les patients n'aiment pas prendre les médicaments. Ils craignent très souvent le fait de s'intoxiquer avec les médicaments. Mais que ça agisse sur les reins. Oui, ils disent que ça agit sur les reins. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Ce qui agit réellement sur les reins, ce qui est négatif pour les reins, c'est l'hypertension artérielle. L'hypertension artérielle est dangereuse. L'hypertension artérielle détruit les reins, détruit les yeux, détruit tous les organes, la plupart des organes nobles du corps. D'accord? Donc, nous exhortons la population à se soigner. Une fois qu'on dit qu'on est hypertendu, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord observer ce qu'on appelle les mesures d'hygiène de vie. Si on fumait, il faut arrêter de fumer. Il faut arrêter de boire, hein? De boire tout le temps. L'alcool. Ça, par contre, ça intéresse beaucoup de personnes. Un verre de vin sec, par exemple, à table, c'est toléré? Oui, chez l'homme, on va dire jusqu'à 2 verres dans la journée à table. Mais vraiment un verre, une coupe. D'accord? Parce qu'on peut prendre un grand verre aussi et puis dire que c'est un verre. Non, juste un petit verre, la coupe. D'accord? 2. Et 1 chez la femme, toléré. Mais en général, quand les gens ouvrent leur bouteille, c'est toute la bouteille qui finit. C'est pas bien pour la journée, ça fait trop. D'accord? Et donc, il faut réduire la consommation de sel. Nous parlons tout le temps du sel également. Il faut éviter de grossir, de prendre du poids. Il faut éviter toutes les sucreries. À un certain âge, les sucreries, les graisses et tout ça, il faut les... on va dire 45 ans chez la femme et 50 ans chez l'homme. D'accord? En ce moment, il faut mener une hygiène de vie, il faut pratiquer du sport, il faut éviter d'être sédentaire. Être sédentaire, c'est le fait de ne pas avoir d'activité physique dans sa vie. C'est le fait, voilà, c'est le fait de ne pas pratiquer du sport. On se lève le matin, on se lave, on prend le sac, on est au bureau, on est assis toute la journée et puis on revient à la maison. On ne boit pas d'eau, assez d'eau. On ne prend pas l'escalier, l'ascenseur. On ne prend pas l'escalier, on prend toujours l'ascenseur. On peut aller acheter le pain, on remonte dans la voiture. Voilà, on arrive à la maison, on mange, on dort. Non, ce n'est pas bien. Le corps ne s'oxygène pas. Non, c'est de la sédentarité. Et ça, c'est encore plus grave chez les personnes âgées, chez les retraités. Justement, on parle des personnes âgées, mais est-ce que ça ne peut pas toucher aussi des enfants, des personnes en bas âge, comme ça, par exemple? Bien sûr, il y a de l'hypertension artérielle chez les enfants. Mais en général, c'est de l'hypertension artérielle secondaire, toujours à une maladie, à une néphropathie, une maladie rénale. Vous savez que c'est les reins qui régulent la pression artérielle dans le corps. Donc, quand les reins sont malades, voilà. La grande question, est-ce que ça se soigne? L'hypertension artérielle se soigne très bien. Très tôt, ça se soigne? Ça se soigne, on va dire. Ça se traite aussi, c'est les mêmes termes. Il peut y avoir des nuances, hein? Oui, ça se soigne très bien, l'hypertension artérielle. Et nous avons une panoplie de médicaments pour soigner la pression artérielle. D'accord? Depuis les mesures hygiéno-diététiques jusqu'à... On a au moins 5 à 7 familles de médicaments pour soigner l'hypertension artérielle. D'accord? Les hypertenseurs? Oui, les bêta-bloquants, les inhibiteurs calciques, les antagonistes de récepteurs d'angiotensine 2 qu'on appelle ARA2, les inhibiteurs de l'enzyme de conversion qu'on appelle les IEC, les antihypertenseurs centraux, les diurétiques. Qu'est-ce que ça fait tout ça? Qu'est-ce que ces médicaments-là font dans l'organisme? Mais tous ces médicaments agissent dans l'organisme pour faire baisser la pression artérielle. Mais au-delà même de baisser les pressions artérielles, ces produits-là protègent les organes nobles que nous avons. Au niveau du cerveau, au niveau du cœur, au niveau des reins, ces médicaments protègent les organes. D'accord? Et docteur, vous avez dit que les patients, généralement, n'aiment pas prendre les médicaments. Mais les médicaments traditionnels sont également très prisés. Est-ce que vous conseillez?
Alors, le problème avec les médicaments traditionnels, c'est le problème de dose, le problème d'hygiène, le problème de qualité. D'accord? Moi, je serais un peu plus regardant si un scientifique, un pharmacien, un biologiste, un botaniste, un herboriste, scientifique vraiment, qui a fait les études, regarde les plantes, analyse un peu les plantes, tire les molécules essentielles qu'il faut. Je crois que ça, ce sera plus intéressant. Qu'un analphabète qui cueille des feuilles, qui fait bouillir, on fait bouillir à quel degré, on fait bouillir dans quelle méthode, comment conserver, c'est compliqué. D'accord? Ça peut créer d'autres problèmes. Voilà, ça peut créer d'autres problèmes. C'est ce que nous craignons. Il y a beaucoup de risques derrière. Parce que derrière chaque médicament, il y a toujours un risque. Hein. Derrière, il n'y a pas de risque zéro. Derrière un médicament, il y a toujours un risque. C'est pour ça que quand nous donnons les médicaments aux patients, nous les surveillons. Nous leur donnons des rendez-vous pour qu'ils reviennent nous voir. On apprécie l'efficacité du médicament, on apprécie la tolérance du médicament. Voilà. Mais docteur, quand même, dans nos contrées, dans nos villages, quand vous n'étiez pas encore là, les docteurs, il y avait des manières de se soigner de façon naturelle qui sont restées, qui ont fait leurs preuves. Vous n'allez pas balayer tout ça du... C'est vrai qu'il y avait des moyens de se soigner, mais l'espérance de vie aussi n'était pas aussi élevée que ça. D'accord? L'espérance de vie n'était pas aussi élevée. Les gens mouraient très souvent, rapidement. On mettait sur le compte des sorciers, mais les gens mouraient fréquemment. D'accord? On est à l'heure... Les médicaments, ok. Bon, donc, faut faire attention au dosage des médicaments dits traditionnels. Oui, les médicaments. Au dosage, mais même, on ne connaît même pas les dosages, justement. Okay. Maintenant, vous, vos médicaments, les médicaments dits scientifiques dont on connaît les dosages, on les prend jusqu'à quand? Alors, pour l'hypertension artérielle, on le prend toute la vie. Quand l'hypertension artérielle est essentielle, on le prend. Mais il y a des choses qu'on fait toute la vie. Hein? On se brosse toute la vie, on mange toute la vie. Il y a des choses qu'on fait toute la vie, on n'est pas gêné de le faire. Moment, si par exemple on fait du sport, on mange bien, par exemple, quelqu'un qui était à, je dis n'importe quoi, à 10 mg, sa dose peut diminuer du fait... Sa dose peut diminuer. Il est arrivé des personnes, dans le cas de l'hypertension artérielle métabolique, c'est-à-dire l'hypertension artérielle qui est arrivée par le fait d'un désordre métabolique, la personne a pris du poids rapidement, la personne mange mal. Si la personne observe correctement les mesures d'hygiène de vie, vous allez voir qu'on va finir par arrêter les médicaments de cette personne. Vous comprenez? Mais on arrête en surveillant la personne, en vérifiant qu'effectivement la tension ne remonte plus. Mais sinon, l'activité physique et puis l'hygiène de vie, ce sont des compléments qui accompagnent le médicament. C'est pour ça qu'on ne commence pas toujours, ça dépend des chiffres d'ailleurs, on ne commence pas toujours avec les médicaments. On commence toujours avec les mesures hygiéno-diététiques. On demande à la personne de commencer à faire du sport, on demande à la personne de changer son mode de vie, son alimentation, de manger sainement. D'accord? C'est quand on n'est pas efficace avec ça qu'on va maintenant ajouter, le médicament vient comme un pan, ajouter à la stratégie thérapeutique, le médicament vient en plus. D'accord? Oui. Donc, on donne le médicament et on revoit la personne jusqu'à stabiliser la tension. Et puis maintenant, on va espacer les rendez-vous. Si au départ, c'était tous les mois, maintenant, on va passer à voir la personne tous les 2 mois en vérifiant que la personne est vraiment bien observante, qu'on peut se permettre de lui donner rendez-vous tous les 3 mois ou 4 mois. Voilà. Alors, donc, on a besoin de l'approbation, de l'accord. C'est un partenariat entre le médecin et son patient. C'est vraiment... les deux ont un objectif commun. C'est une complicité. Voilà, une complicité. Les deux ont un objectif commun, la bonne santé. Le patient a besoin de la bonne santé et le médecin a besoin de se sentir efficace aussi dans son travail. D'accord? Le médecin est tout heureux quand le patient est bien soigné, il réagit bien, il collabore bien. D'accord? Parce que le médecin, il a été formé pour apporter de la santé à l'individu. Et donc, toutes les fois où le patient est mal observant ou bien la tension ne descend pas, croyez-moi, le médecin est mal à l'aise. D'accord? On a l'impression qu'on soigne mal, on a l'impression qu'on n'est pas efficace. On n'est pas heureux dans notre métier. On est heureux quand le patient est en bonne santé, il se sent bien. D'accord. Justement, avec ces médicaments que certains prennent à vie, est-ce qu'il n'y a pas un accompagnement psychologique qui devrait avoir lieu? Parce que c'est ça aussi qui peut décourager aussi certains. Bien sûr, et ça, c'est le médecin le fait. Le médecin le fait, et d'ailleurs, tout dernièrement, on a développé ce qu'on appelle l'annonce
de la maladie, l'annonce de l'hypertension artérielle. Au moment où on annonce la maladie, on sait que ça va créer une psychose, on sait que ça va déranger l'individu. Il n'accepte pas. Comment moi, hypertendu, c'est pas possible. Ça vient d'où ça? Le patient est dans tous ses états. Donc, dans la communication, dans la prise en charge, le médecin fait un peu ce qu'on appelle la psychothérapie. Le médecin va rassurer le patient. Il va lui dire, ce n'est pas une fatalité, ce n'est pas grave. Avec cette hypertension artérielle, il peut faire ses 90 ans, pourvu qu'il soit observant. L'essentiel, c'est de comprendre que c'est une maladie, c'est vrai, qui est chronique. Qu'en le soignant régulièrement, on ne court aucun risque ou on court un risque vraiment moindre par rapport à quelqu'un qui ne veut pas se soigner, d'accord, qui court beaucoup plus de risques de faire des complications. Et avec ces complications, vous savez, ça crée encore des problèmes sociologiques, comprenez. Et dites-nous, et chez les femmes enceintes, on rencontre également des cas d'hypertension? Oui, chez les femmes enceintes, il y a deux cas. Il y a le cas où la femme est déjà hypertendue et donc qui développe l'hypertension, déjà hypertendue, qui prend sa grossesse. Il y a des médicaments spécifiques pour elle. On choisit ces médicaments pour les soigner. Mais il y a des cas où la femme n'est pas hypertendue, mais du fait de la grossesse, elle devient hypertendue. Ça, c'est de l'hypertension artérielle gravidique. D'accord? Et cette hypertension aussi est prise en charge. Et parfois, à l'accouchement, une fois que la femme accouche, cette hypertension artérielle disparaît. D'accord? Mais ça nécessite toujours le suivi. La patiente qui est hypertendue et la patiente qui est en grossesse et hypertendue, elle doit être suivie par son cardiologue et par le gynécologue. Là, elle peut prendre des médicaments, ça Bien n'a pas de sûr. risque pour le bébé? Bien sûr, il faut qu'elle prenne des médicaments. Au contraire, si elle ne prend pas de médicaments, il y a un risque pour elle et pour le bébé. Mais quand elle prend des médicaments, ça sauve elle et le bébé. D'accord? Voilà. Alors, et il y a des médicaments spécifiques pour elle. Docteur, quand on a parlé de tout ça, de la femme enceinte, des enfants, des adultes, des personnes âgées, qu'est-ce qu'on mange? Qu'est-ce qu'on mange? Qu'est-ce qu'on doit manger? Alors, pour Ça, bien c'est un manger... grand débat. Donc, je veux qu'on accorde ces deux dernières minutes. Pour bien manger... En vivant en Côte d'Ivoire, où il y a beaucoup de choix. Je souhaiterais même que de temps en temps, aussi qu'on consulte celui qu'on appelle le nutritionniste. Vous savez que l'homme qui naît et qui grandit passe par des étapes. On n'a pas le même régime quand on est bébé, quand on est l'enfant qui commence à grandir, 1 an, 2 ans, adolescent, et puis adulte, et puis âgé. Ce n'est pas le même régime normalement alimentaire. Le régime doit changer. Ça doit s'adapter à l'âge et ça doit s'adapter à la maladie qu'on a développée. D'accord? Ce que nous disons, déjà, il faut réduire tout ce qui est apport en sel. D'accord? Il ne faut pas mettre trop de sel dans la nourriture qu'on mange. Ce que nous conseillons, apprenez à faire tout le repas sans sel. C'est seulement à la fin que vous ajoutez juste un peu de sel. D'accord? Réduisez les graisses animales. On mesure ça comment, le sel là? Ça se mesure comment? Nous disons le sel, c'est 4 grammes de sel, 4 à 6 grammes de sel par individu. Alors, on va utiliser la petite cuillère à café rasée. Le fond restant constitue la dose journalière. Mais on ne va pas, dans la maison, avoir une petite cuillère pour chacun. C'est compliqué. Et la dose journalière dans la sauce, dans la nourriture? Oui, c'est pour ça que nous conseillons... Oui, dans la journée, chacun a besoin de... Mais je vous dis, une enquête a montré que nous sommes environ à 20 grammes de sel par jour. Oui, une étude épidémiologique, oui, une étude épidémiologique, oui, alors qu'on a droit à 5 à 6 grammes de sel, vous comprenez. Il y a une forte proportion de la population ivoirienne qui est hypertendue, hein, j'ai pas les oui, chiffres. bien sûr, bien sûr. Les dernières statistiques nous disent, en 2015, selon les statistiques du ministère de la Santé, nous sommes à environ 30%, 30 à 33%, oui, de prévalence d'hypertension artérielle. Ça, c'est la population générale. Mais si nous prenons la population des retraités, nous sommes autour de 60%. C'est-à-dire, vous mettez 100 retraités ici, 60 parmi eux sont hypertendus. Vous comprenez? Donc, revenons à l'hygiène, au régime, d'accord? Régime, d'accord. Il faut réduire la graisse, tout ce qui est graisse. Il faut réduire tout ce qui est sucrerie. Il ne faut pas apporter du sucre supplémentaire à un certain âge. À partir de 50 ans, il faut mettre une croix sur les sucreries. Et avant 50 ans, parce qu'on les oublie souvent, parce que c'est les habitudes ce sont des habitudes qu'il faut avoir pour arriver à 50 ans. Il faut avoir la chance même d'arriver là-bas. C'est pour ça que quand les parents de 50 ans commencent à faire attention, les enfants observent et les enfants adoptent, justement. C'est là, c'est dans ce berceau qu'il faut déjà éduquer les enfants à cela, d'accord?
Et donc, quand on a réduit tout ce qui est sucre, tout ce qui est graisse, les graisses animales, la peau du poulet est riche en graisse, les charcuteries, la viande de porc, c'est riche en graisse. La viande de brousse. La viande de brousse. on doit réduire ça aussi? Oui. Oui, ça dépend de quel animal. Non, ça dépend de quel animal, mais c'est autre chose. Hein, ça augmente l'acide urique. Les gibiers, c'est voilà. La goutte, tout ça. Oui, voilà, pour donner la goutte. Voilà. C'est pour ça que j'ai dit oui, là, on ne parle pas vraiment d'hypertension artérielle, mais d'accord. C'est bon à savoir quand même. Oui. Donc, pour avoir l'équilibre alimentaire, quand on a réduit tout ça, il faut commencer son repas avec un peu de crudité, pourquoi pas? C'est accessible. Des fruits ou des crudités? Les crudités, déjà. Il reste une minute, oui. Oui, les crudités. Les carottes râpées. La carotte est accessible à toutes les assiettes. Tomates râpées, oignons, concombre râpé. Tout ça, on peut le prendre au début du repas. Et puis après, on réduit les féculents, d'accord? On augmente les sauces, aubergines et tout ça, on peut les augmenter. Et du poisson. Du poisson. Beaucoup de poissons. Beaucoup de poissons. Sport, beaucoup de sport. Beaucoup d'amour autour de nous. Oui, détente. Se détendre. Apprendre à se détendre. Apprendre à aller en vacances. Il y a des gens qui travaillent qui ne vont pas en vacances. Suivez mon regard. Quelqu'un qui est en face de nous. OK. Notre rédactrice en chef. On va se cotiser pour lui donner des vacances, pour une fois au moins. Merci beaucoup, docteur. Désolé, le temps qui nous est imparti est achevé. Docteur Véronique Loboué, cardiologue, et on salue toutes ces personnes-là du domaine de la santé, tous ces cardiologues. Je pense au docteur Savadogo, docteur Ngueta Roland. Tout la Côte d'Ivoire a des gens spécialisés dans ces domaines-là. Et on est fiers de tout le travail que vous abattez. Merci. On vous souhaite la santé, on souhaite très bonne journée. Merci. Et on se retrouve, si Dieu nous donne la santé, demain, toujours avec le même plaisir.